Bonsoir à tous, bienvenue dans Terre des Hommes, votre rendez-vous sur la chaîne télé du Figaro consacrée à l'environnement. Ce soir, on va lever les yeux ensemble, regarder en direction du ciel. Avec l'arrivée des beaux jours, on voit de mieux en mieux les étoiles. Mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'on regarde sans doute la plus grande décharge au monde. C'est vrai, l'espace est de plus en plus pollué, notamment par ces débris spatiaux, par centaines de milliers qui gravitent en orbite de la Terre et qui posent, on va le voir, de plus en plus de problèmes. On en parle tout de suite avec nos invités dans Terre des Hommes. Alors pour parler ce soir de la pollution spatiale, j'ai le plaisir d'abord d'accueillir Béatrice Seynaud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes alors formée en sciences politiques, docteur en sciences politiques. Maintenant, vous êtes chercheur à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Dans le domaine du spatial, vous avez été un peu dans l'opérationnel, vous avez fait de la surveillance de l'espace. Là maintenant, vous vous intéressez notamment à la façon dont on régule, dont on crée des normes dans l'espace. C'est passionnant parce qu'on va voir que c'est pas toujours très simple de décider qui fait quoi et quelles règles on respecte. À vos côtés, Raphaël Chevrier. Bonsoir Raphaël. Alors, vous travaillez aussi dans le domaine du spatial. Surtout, vous avez publié un livre qui a été remarqué, qui s'appelle « Les saccageurs de l'espace ». C'est paru il y a quelques mois chez Buchet-Chastel. Et justement, vous revenez sur le rôle que jouent un certain nombre d'entreprises, un certain nombre d'acteurs dans la pollution de l'espace et toutes les questions que ça pose. Et puis, à côté de vous, enfin, pour en parler, Tristan Vey. Bonsoir Tristan. Bonsoir. Tristan, que les lecteurs de Figaro connaissent bien. Vous êtes un peu le spationaute du service science du Figaro, grand reporter depuis maintenant plusieurs années. Vous vous intéressez de près à tous ces sujets, justement les grandes questions, les grandes découvertes, les grandes avancées liées à la conquête spatiale. Et donc vous êtes un fin connaisseur de toutes ces problématiques. Alors, peut-être pour commencer avec vous, Tristan, parce que peut-être certains de ceux qui nous regardent sont un peu étonnés de se dire tiens, mais l'espace, c'est quand même immense, et pourtant on en arrive à cette problématique de saturation des débris spatiaux. On va certainement avoir les chiffres qui vont s'afficher derrière nous. Ils sont impressionnants. Aujourd'hui, ça se compte en centaines de millions. Il y aurait 130 à 150 millions de débris spatiaux de plus d'1 millimètre qui gravitent en orbite de la Terre. Donc c'est une véritable pollution. Ça commence à poser un problème significatif. Oui, alors c'est un problème très compliqué, ça va dépendre des altitudes auxquelles on se trouve. Ensuite, la masse de ces déchets ne représente pas énormément, c'est l'équivalent de la Tour Eiffel environ. En volume, c'est pas grand-chose non plus, c'est l'équivalent de quelques canettes de soda dans la Méditerranée. L'espace est vraiment très très grand. Le problème, c'est qu'il se déplace très très vite. Et que du coup le volume qu'ils occupent est en fait le volume de leur orbite, donc beaucoup plus important que juste l'objet en lui-même, et que ça crée des risques de collision. Et aujourd'hui, il y a des orbites qui sont désertées, entre 700 et 1000 km environ. Un satellite a une chance sur 10 au cours de sa vie d'être détruit par un débris, donc on n'y va plus. Voilà. Après, il y a les orbites au-dessus et en dessous sont un peu plus préservées. C'est là qu'on verra les constellations de Starlink, par exemple. Et le vrai problème, c'est un manque de régulation, en fait, qui permettrait de rendre cet espace, on va dire, pérenne sur le long terme. Quand on s'intéresse au sujet, il y a une expression sur laquelle on tombe souvent, qu'on appelle le syndrome de Kessler, du nom d'un monsieur, Kessler, qui s'est intéressé à ce phénomène et qui explique, si je schématise, qu'en fait, plus il y a de débris spatiaux, plus il y a de risques de collision, et plus il va y avoir de collision, plus il va y avoir de débris spatiaux. C'est ça un petit peu le phénomène. Ce qu'on voit dans le film Gravity, en quelque sorte, où il y a un premier impact qui crée un nuage de débris. Le nuage de débris va impacter une station, qui la va détruire, qui va créer un nuage de débris. Dans l'idée, c'est ça. C'est un processus qui est peut-être enclenché justement entre ces 700 et 1000 km. On n'est pas certain qu'il soit enclenché, mais c'est possible. En tout cas, on voit que la probabilité d'impact augmente avec le temps. Elle était de 5% en 2017, elle est proche de 10% aujourd'hui. Donc il y a vraiment une augmentation de ce risque. Pour les orbites en dessous, peut-être qu'il va s'enclencher à cause des constellations de satellites. On ne sait pas encore très bien actuellement. Le danger, c'est effectivement de rendre des altitudes complètement inatteignables, et si elles sont très basses, de rendre l'accès à l'espace difficile. Pour l'instant, on n'est pas comme dans Wall-E. Je ne sais pas si vous voyez cette image du vaisseau qui traverse dans une décharge. Voilà, une décharge et qui tape. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous envoyez un vaisseau spatial, il a virtuellement aucune chance de toucher un débris spatial en se dirigeant vers la Lune, par exemple. Mais à l'avenir, voilà, si on crée un nuage un peu trop dense, ça pourrait devenir problématique.
Raphaël Chevrier, il y a une chose qui m'a marqué en lisant votre livre, c'est que ce que vous expliquez, c'est que quand on parle de l'espace, en fait, tout a changé depuis 5 ans. C'est-à-dire que vraiment, la composition de l'espace a considérablement changé avec l'arrivée de nombreux acteurs. Alors, vous parlez évidemment beaucoup d'Elon Musk avec le projet Starlink, mais vraiment, il y a cette saturation aujourd'hui de l'espace qui a changé depuis quelques années seulement. En fait, ce qui a changé, c'est l'endroit où on envoie les satellites. Auparavant, on envoyait principalement les satellites sur l'orbite géostationnaire, qui est située à 36 000 km de la Terre, qui est finalement une sorte d'arc de cercle qui tourne autour de l'équateur, et les satellites sont positionnés en permanence. Ils tournent de façon synchrone autour de la Terre, et ils sont positionnés en permanence devant une même face, un même pays, une même zone géographique de la Terre. Et en fait, on a très tôt considéré que cet arc géostationnaire était une ressource naturelle limitée, et on a organisé finalement son accès. L'espace était très loin d'être un espace Far West finalement. Sauf que depuis 5 ans, on voit que l'orbite basse, qui est typiquement située entre 0 et 2000 km de la Terre, et notamment les orbites à 500, 600 km de la Terre, sont aujourd'hui massivement occupées par des satellites pour une nouvelle application qui est une connectivité à Internet. Et contrairement à l'orbite géostationnaire, on est obligé d'envoyer des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers, c'est les projets d'Elon Musk, pour pouvoir couvrir l'entièreté de la Terre et donner une connectivité à Internet. Et évidemment, l'espace a beau être immense, cette zone économiquement viable, elle est extrêmement petite, elle est extrêmement ramassée. Et les satellites commencent effectivement à y jouer des coudes, et plus vous envoyez des satellites sur un volume réduit, plus vous avez un risque de collision. Ce qui fait que, Béatrice Hainaut, la question de la surveillance des objets spatiaux, je vous dis ça parce que vous avez travaillé dans la surveillance spatiale pour le domaine militaire. Ça devient une préoccupation maintenant de toutes les grandes puissances. Il faut surveiller en permanence comment se déplacent ces objets, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ça devient vraiment une problématique de savoir où sont les objets et s'ils vont éventuellement rencontrer des risques de collision. Donc en France, on a la chance d'avoir des systèmes qui permettent de surveiller l'espace et d'établir ce qu'on peut appeler rapidement un catalogue des objets spatiaux. Mais en fait, ce sont principalement les puissances spatiales qui sont capables de le faire. Donc les États-Unis, bien sûr. D'ailleurs, une partie du catalogue américain est en ligne sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a un catalogue où on trouve tous les objets qui sont en orbite autour de la Terre, c'est ça ? Voilà, tous les objets, nonobstant certains qui n'ont pas à figurer dans le catalogue, effectivement, qui ne sont pas... Ceux qu'on veut cacher. Pas vocation à être publics, les satellites militaires notamment. Et donc les autres puissances spatiales, si on considère qu'une puissance spatiale doit protéger aussi ses moyens spatiaux, elle doit avoir cette capacité de surveillance. Alors, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs, Béatrice, que justement, alors nous, on est allés dans le domaine civil, mais Camille Jaïr et Timothée Delem, nos journalistes, sont allés tourner un reportage au CNES, au Centre d'études spatiales à Toulouse, plus précisément dans ce centre opérationnel où on fait la surveillance de l'espace, et ils ont regardé concrètement comment est-ce que les chercheurs surveillent en permanence tous ces objets spatiaux et essayent d'éviter les risques de collision. L'espace, une contrée infinie que l'homme tente de conquérir chaque jour un peu plus. Depuis le début de l'ère spatiale avec Sputnik en 1957, la population d'objets en orbite terrestre n'a cessé d'augmenter. Des fusées, mais aussi et surtout des satellites. Certains de ces objets se sont fragmentés, générant un trafic dense et parfois dangereux. En 1961, la première explosion a multiplié par 4 la population de débris. Ils ont à leur tour provoqué des collisions en chaîne. D'après les chercheurs, près de 35 000 débris de la taille d'un téléphone portable gravitent aujourd'hui dans l'espace. Pour bien comprendre ce phénomène qui se produit à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de la Terre, nous nous sommes rendus au Centre national d'études spatiales à Toulouse. Une équipe est chargée d'identifier et surtout de cataloguer, puis de suivre les objets qui gravitent en orbite. Nous nous appuyons sur plusieurs catalogues, le catalogue américain, le nôtre, les orbites des opérateurs eux-mêmes, parce que par exemple Starlink publie plusieurs fois par jour son catalogue avec toutes les manœuvres prédites. Et sans cette connaissance des manœuvres prédites, on ne peut pas prédire les risques de collision entre satellites manœuvrants. Chaque jour, au moins une manœuvre d'évitement est réalisée, une surveillance de tous les instants. On est appelé sur le téléphone d'astreinte. Donc ça, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, donc, on ouvre l'ordinateur, on regarde le risque en question. Là, concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez identifié un risque ?
Alors le risque est en cours. Hier, le risque était en alerte. On peut voir ici la zone en rouge. Ça veut dire que l'astreinte a été appelée pour ce risque. Donc là, on a demandé à l'opérateur, ici Globalstar, de nous envoyer des données plus précises sur la position de son satellite pour qu'on puisse recalculer la position des orbites plus précisément. Si le risque de collision se confirme, les équipes du CNES préconisent à l'opérateur la manœuvre à exécuter pour éviter l'objet, mais ce n'est pas le cas ici. On voit que le risque de collision est repassé en bleu en instant et qu'il est de nouveau sur un seuil orange, donc qu'on appelle warning, donc dangereux mais pas une alerte. Donc on va continuer de suivre l'évolution du risque. Pour bien comprendre la puissance de l'impact, les équipes ont simulé une collision entre une petite bille lancée à 5 km/s et un morceau de satellite. On a vraiment un phénomène d'explosion avec donc toute cette matière qui part, qui enlève la deuxième couche du système. Et derrière, il y avait cette troisième couche, pour vous montrer, qui était là pour la plaque témoin, ce qu'on appelle. Et la plaque témoin, vous pouvez voir qu'elle a été transpercée par cette petite... Et donc les trous sont plus gros que le débris initial. Un impact qui peut également s'avérer fatal pour une vie humaine. Par exemple, les astronautes font face régulièrement à des alertes débris à bord de la station spatiale. Et donc, régulièrement, la station spatiale doit faire des manœuvres d'évitement. Sur Terre, en revanche, le risque qu'un fragment tombe sur un être humain reste très faible. Ça n'est jamais arrivé parce que, tout d'abord, la plupart des débris brûlent dans l'atmosphère et puis surtout, la Terre est recouverte d'une majeure partie d'océan. Donc techniquement, c'est possible. En termes de probabilité, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir les 6 numéros au loto, même 10, 15, 1000 fois plus de chances que de recevoir un débris sur vous. Mais comment limiter cette prolifération des objets en orbite? Pour le moment, seule une résolution de l'ONU adoptée en 1967 fixe certains principes comme la non-appropriation de l'espace extra-atmosphérique, un cadre juridique qui relève plus d'un code de bonne conduite que d'une législation contraignante. À ce jour, la France est le seul pays à avoir retranscrit en 2008 ces règles dans son droit national. Voilà, c'était des images tournées par Camille Jaïr avec Timothée Delem. Alors, Béatrice Hainaut, concrètement, ce catalogue, il est transmis notamment par les militaires français, il y a aussi les Américains qui fournissent des données. Comment est-ce qu'on les surveille, tous ces objets, très concrètement ? Alors effectivement, il faut des moyens techniques pour pouvoir les surveiller. Donc en France, on a le système GRAVE, qui est le grand réseau adapté à la veille spatiale. En gros, c'est un radar bistatique, mais qui permet de détecter beaucoup de ces objets, donc des satellites actifs et également des débris. Donc ça permet effectivement de faire ce catalogue. Ce catalogue doit être maintenu à jour, donc H24 finalement, et il est complété aussi par des données qui peuvent provenir, donc on l'a dit, par les alliés, notamment les États-Unis. Et puis on peut aussi compléter la surveillance par des télescopes, notamment aussi pour surveiller les satellites en orbite géostationnaire. Et c'est vrai que Tristan Weil, je le lisais dans un article que vous avez publié là-dessus, la moindre erreur, même de quelques centimètres sur une trajectoire, la moindre imprécision peut être fatale, donc on a besoin de données ultra précises. De données ultra précises. Après, il y a des acteurs privés qui se mettent sur ce domaine-là, notamment Leo Labs, qui est le leader actuel et qui a un réseau d'antennes en Europe, ils en ont inauguré assez récemment, et qui va fournir justement des catalogues plus précis sur des objets plus petits. Voilà, il y a tout un business qui s'ouvre, parce que le problème, pour l'instant, de l'espace, c'est moins un problème d'encombrement, comme on peut le voir ici, qu'un problème de risque et de gestion de risque. Et du coup, si on est capable de gérer le risque, finalement, il n'y a plus de problème. C'est pas comme les pollutions terrestres actuellement qui génèrent des problèmes environnementaux très graves. La pollution spatiale en elle-même n'est pas un problème environnemental, c'est plus un problème de gestion de risque, de coûts, et voilà pour l'instant. Ce qu'on pourrait se dire justement, parce que c'est un risque qui se pose, on va le dire très clairement, pour ceux qui mettent en orbite des objets spatiaux. Ce qu'on pourrait se dire, c'est que ce sont eux d'abord qui ont le plus intérêt à essayer de limiter cette pollution ou ce risque de collision. Est-ce que c'est simple ? Est-ce que par exemple Elon Musk, c'est le sujet qu'il anime tous les matins, de se demander comment est-ce qu'il va faire pour éviter que ces satellites Starlink tamponnent un débris spatial ? Personnellement, moi, c'est ce qui me rend un peu optimiste dans la situation actuelle, contrairement à la situation environnementale, où les pays ont un peu du mal à se mettre d'accord, parce que finalement, ce sont les populations qui ne polluent pas forcément le plus qui en pâtissent le plus. Elon Musk, il a admis assez récemment qu'en 6 mois, il avait réalisé 25 000 manœuvres d'évitement automatiques de ses satellites Starlink. C'est 135 manœuvres d'évitement par jour. Alors,
Il n'y a pas eu d'accident aujourd'hui, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que le moindre accident est assez dramatique. Aujourd'hui, la plupart des débris sont générés par quoi? Une dizaine d'accidents en orbite qui ont eu lieu. Donc c'est-à-dire que là, on parle de centaines de millions de débris. C'est juste, vous me dites, c'est juste 10 accidents spatiaux qui les ont générés. Alors, vous avez des collisions, Ouais. donc ça c'est simplement une dizaine. Vous avez aussi des explosions de D'accord, satellites qui avaient des restes de carburant ou des explosions de batteries qui ont été notamment réchauffées par le Soleil. Des explosions soudaines, des grands étages de fusées qui sont restés en... Mais les petits débris sont principalement le fait de ces explosions et d'accidents. 135 manœuvres d'évitement par jour, la NASA a elle-même considéré que, même si aujourd'hui il n'y a pas eu d'accident, on ne peut pas considérer que le risque est nul. Et c'est vraiment le nombre qui fait le poison aujourd'hui. Si vous augmentez le nombre de satellites en orbite basse, vous augmentez mathématiquement, même si vous améliorez vos techniques de guidage, même si vous améliorez votre surveillance de l'espace, on ne peut pas considérer que le risque est un risque zéro. Et surtout, aujourd'hui, la difficulté, c'est que vous n'avez pas forcément de code de la route de l'espace. C'est-à-dire qu'on a eu plusieurs exemples assez récents impliquant des satellites Starlink entre deux sociétés qui se rapprochaient mutuellement de façon dangereuse. Il n'y a pas de règle de priorité à droite. Il n'y a pas de règle de priorité à droite. Qui est-ce qui doit manœuvrer son satellite? Manœuvrer un satellite, notamment quand on a de la propulsion chimique, ça coûte cher. Parce que vous allez devoir consommer un peu de carburant pour rehausser votre altitude et vous n'avez pas intérêt parce que ça va avoir un impact sur la durée de vie de votre satellite en orbite et donc des revenus qui y sont associés. Vous aviez un exemple d'un satellite Starlink qui s'était rapproché d'un satellite de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, et malgré les alertes lancées par l'ESA aux équipes de SpaceX, ils n'ont pas eu de réponse. Et c'est l'ESA qui a dû, à la fin, rehausser son satellite et endommager, en tout cas, grignoter un peu de sa durée de vie. D'accord. Ce qui est très intéressant dans ce que dit Raphaël Chevrier, c'est qu'il y a la question de la régulation par les acteurs elles-mêmes, mais si elle se pose à ce point-là, c'est parce que, Béatrice Hainaut, en fait, il y a très peu de régulation internationale. Pour le dire très clairement, il y a un traité sur l'espace qui existe depuis 1967, qui laisse quand même les États faire à peu près ce qu'ils veulent et qui n'est pas très contraignant. Effectivement, on a l'habitude de dire que le traité de 1967, il est assez libéral, donc que ce soit pour la problématique des débris, parce que les débris ne sont pas cités dans le traité, et pour d'autres aspects. C'est un traité qui date en plus d'une autre époque où la question des débris ne se posait pas dans les mêmes termes. En 1967, on peut dire qu'il y avait quand même très peu de monde. Sputnik, c'est 1957, donc il y avait très peu de population orbitale, dont les débris. Et effectivement, il n'y a pas de référence aux débris. Maintenant, il y a une référence aux dommages qui pourraient être causés par des objets spatiaux, donc que ce soit dans l'espace, dans l'atmosphère ou sur la Terre. Et donc l'État est internationalement responsable quand même des dommages qui pourraient être produits par ces objets spatiaux. Et finalement, c'est quand même grâce à cette responsabilité internationale de l'État qu'on a aujourd'hui des lois spatiales nationales, comme la loi sur les opérations spatiales françaises, donc de 2008, qui quand même contraint les opérateurs à un certain nombre d'exigences. Et ça, c'est un peu une exception française. On est un peu un des seuls pays aujourd'hui à transposer vraiment ces normes internationales dans le droit national et à contraindre nos entreprises. Les autres pays ne le font pas. Alors, effectivement, on est quand même à l'avant-garde un petit peu de ce mouvement. Les États-Unis, quand même, ont des contraintes ou des exigences, mais il y a aussi l'exigence économique qui fait que les deux ne sont pas forcément toujours compatibles. Mais on essaye d'être à l'avant-garde et l'Union européenne également, avec aujourd'hui sur la table des discussions autour d'une loi spatiale européenne qui pourrait s'imposer aux opérateurs aussi extérieurs qui veulent avoir accès au marché européen. D'accord. Mais pardon de vous poser la question en ces termes, mais si la France, si les Européens font cet effort de régulation, est-ce que ça ne veut pas dire qu'à terme, on va tout simplement perdre la course par rapport aux Russes, aux Chinois, aux Américains, qui, eux, pour reprendre l'expression de Raphaël Chevrier tout à l'heure, sont encore dans le Far West ? Alors effectivement, on pourrait penser de cette manière-là, mais si je veux être également optimiste, on peut se dire aussi que la Chine et la Russie ont aussi intérêt à préserver cet espace, puisque ce sont des puissances spatiales, et on peut imaginer qu'elles n'ont pas envie non plus que le syndrome de Kessler, ou en tout cas la congestion de certaines orbites soit rendue telle que ces orbites soient impraticables, et ont quand même un intérêt à faire qu'il n'y ait pas une prolifération excessive de débris. Donc on peut avoir éventuellement un effet d'entraînement, et puis ces puissances spatiales, comme on le disait tout à l'heure, il y a quand même un relatif consensus sur le fait que les débris sont un problème. Donc,
voilà, une petite dose peut-être d'optimisme pour espérer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'espace, il y a des problèmes, il y a aussi toujours des solutions. Et en particulier, il y a une technologie, vous allez me dire, c'est quasiment du futur. Non, ça commence déjà à se mettre en place. Il y a déjà maintenant des sociétés qui imaginent, j'ose l'expression, passer l'aspirateur dans l'espace, retirer une partie de ces débris. En particulier, vous avez un projet qui a été confié à l'entreprise ClearSpace, qui travaille en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Je ne sais pas si les images vont se mettre derrière nous, mais on voit vraiment très clairement ce projet qui ambitionne, dans un avenir assez proche, je crois que le lancement opérationnel c'est prévu pour 2026, eh bien d'aller retirer peut-être les plus gros de ces débris eh bien, pour essayer d'alléger un petit peu le poids de la pollution extra-atmosphérique. Vous connaissez un peu ces projets, Tristan, c'est vrai qu'on en parle beaucoup parce qu'ils sont impressionnants et que c'est aussi des investissements publics considérables. Est-ce que c'est pour vous l'avenir? Est-ce qu'ils sont appelés à se développer à grande échelle dans les années qui viennent? C'est dur à dire, c'est un peu comme... encore une fois, on en revient toujours à cette question de gestion du risque et du coup, on ne sait pas aujourd'hui s'il y aura un marché pour le nettoyage de l'espace. C'est possible, mais ce n'est pas certain. Chaque entreprise fait un peu son pari. ClearSpace a fait le pari des gros objets non coopératifs. Donc typiquement, ça allait retirer des débris de quelques centaines de kilos à quelques tonnes potentiellement. Donc c'est quoi? C'est des morceaux d'étages de fusée, des par morceaux exemple? d'étages de fusée, par exemple. En l'occurrence, ils vont tester sur un morceau de Vega, un étage supérieur de Vega, qui vont être tentés d'aller récupérer, avec ce système de grappin de fête foraine. C'est pas aussi évident qu'on peut l'imaginer. Il faut bien connaître la position du débris. Il a l'air relativement statique, mais il est possible qu'il tourne un peu sur lui-même, etc. Donc ça peut rendre les choses assez délicates à récupérer. L'idée de le récupérer, de l'amener ensuite dans l'atmosphère pour le désintégrer, ça ne résoudra pas tous les problèmes. Typiquement, il y a une question très problématique. Il y a une vingtaine d'étages de fusées russes à 850 km qui tournent dans un balai un peu inquiétant. Ils font chacun 9 tonnes. Si le jour où il y aura une collision entre deux d'entre eux, ça rendra totalement inopérationnelle cette altitude, qui est déjà difficile. On peut imaginer que aller nettoyer cette zone-là, enlever ces 20 débris pour être intéressant, mais qui payera? Est-ce que la Russie va payer? Est-ce que l'Europe va payer? S'il n'y a pas de marché, de toute façon, il faut un effort public. Il faut qu'il y ait une régulation à un moment ou à un autre pour créer un marché. C'est-à-dire qu'il faut qu'on dise aux entreprises, vous êtes responsables de votre débris et vous êtes responsables des coûts qui pourraient y avoir. De dire pollueur-payeur. Exactement. Oui, ça nous renvoie à des problèmes classiques qu'on connaît dans tous les enjeux écologiques finalement. Et puis si je peux rajouter juste une chose, il y a un peu la chose qui est quelque peu difficile dans ces récupérations de débris, c'est aussi la nature duale finalement de telles technologies. De toute façon, dans le spatial, un peu la chose qui est récurrente. Ça peut être aussi agressif comme technologie. En tout cas, perçu éventuellement comme une menace, donc vecteur de tension. Récemment, il y a eu un satellite chinois, donc là en orbite géostationnaire, qui a pris un de ses satellites, l'a mis sur l'orbite qu'on appelle l'orbite cimetière à 40 000 et est revenu sur sa position à 36 000. Bon, ça a un peu inquiété certains États malgré tout. Et c'est aussi, là encore, aussi le manque d'information ou de dialogue finalement, puisque c'est quand même un peu le nerf de la guerre de aussi partager des données et partager de l'information entre les États finalement. Oui, c'est parce que payer pour faire le ménage, on voit bien si c'est pour des débris, mais pas si c'est pour aller virer les satellites des puissances rivales, bien sûr. Voilà. Il y a un autre projet alors, qui ne consiste pas cette fois à attraper avec une pince, mais à tamponner, si je comprends bien, les débris spatiaux pour les renvoyer en fait sur la Terre en traversant l'atmosphère. C'est un projet japonais, il y a eu l'entreprise Astroscale qui l'a lancé en février, je crois, c'est tout récent, c'est ça. Donc là, c'est une autre technique, mais qui permettrait aussi de faire un petit peu le ménage. Alors, il y a aussi d'autres techniques, hein. On a imaginé des filets qui engloberait les satellites. Et puis, le principe, il est toujours le même, c'est de réussir à s'approcher d'un satellite, de réussir à l'attraper, et puis de le ramener dans l'atmosphère où il va se consumer comme une sorte de météorite en feu. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un débris spatial va rentrer dans l'atmosphère, on ne va pas se le prendre sur la tête, hein, c'est ça? Normalement, la plupart des structures se brûlent dans l'atmosphère. C'est vrai que tous ces projets sont quand même encore à l'état de démonstration, hein. Il y a quand même beaucoup de... Vous citiez le projet ClearSpace, l'étage supérieur de la fusée. On s'est rendu compte cet été finalement qu'elle a été elle-même rentrée en collision avec une sorte de débris et qu'il y a un petit nuage de débris qui tourne autour du gros débris. Et donc ça complique encore plus
les techniques d'approche et d'accrochage. Il y a aussi un autre marché qui est un peu entre les deux, qui s'appelle le in-orbit servicing, qui finalement, le principe, c'est de redonner une sorte de durée de vie supplémentaire à un satellite pour éviter d'en envoyer un nouveau. Par exemple, des satellites, sorte de camions-citernes, ravitailleurs, qui redonneraient un peu de carburant à un satellite pour qu'il puisse tourner encore quelques années autour de la Terre, pour le réparer aussi. Donc ça, c'est un marché avec... donc ça, on est plus sur une approche de lutter contre cette forme d'obsolescence d'un satellite en orbite. Oui, pour prolonger la vie des objets célestes. Et une toute dernière question, le mot de la fin, Tristan, en d'autres termes, est-ce que vous aussi, vous êtes optimiste, comme l'ont été un peu Béatrice Hénault, Raphaël Chevrier? Est-ce que l'espace va rester un Far West, ou est-ce qu'au contraire, vous avez plutôt bon espoir qu'on va arriver à réguler toutes ces questions-là? Je pense que par la force des choses, avec les constellations, il va forcément falloir qu'il y ait une autorité, un moment ou une autre, qui règle ça, une espèce de contrôle aérien unifié. On imagine mal des constellations de 30 000 satellites naviguant sur des orbites proches. Quand ils commencent à décroître, on imagine mal qu'on puisse s'en affranchir. Si ce n'est pas le cas, il y aura peu d'avenir pour ces constellations et je pense que du coup, le secteur aura du mal à décoller. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Merci d'avoir participé à cette émission passionnante. Et quant à vous, on se retrouve dans 15 jours sur Terre des Hommes. Alors, la prochaine fois, on va parler de toute autre chose. On va parler de la question de la pêche et notamment comment est-ce qu'on fait pour éviter de capturer les espèces de mammifères marins qui sont protégés. Voilà, ça sera passionnant et je vous promets de très belles images de reportage. À bientôt sur Terre des Hommes.